Bon, bonjour à tous. Avant de commencer, donc c'est un article qui a été publié dans le BMJ par une équipe de Hollandais. Donc c'est un petit peu un coup dur pour la médecine générale, je vous préviens avant, il n'y aura pas de suspense, parce que les résultats sont négatifs. C'est à la fois intéressant parce que le BMJ publie des essais cliniques négatifs, mais c'est un coup dur parce que ça touche un peu au cœur de métier de notre profession, vous allez voir. Donc on part du postulat que la prise en charge des facteurs de risque dans le diabète sont sous-optimales, que ce soit l'équilibre glycémique, le cholestérol, la tension. Deux raisons sont mises en avant par les auteurs. D'une part, l'inertie clinique, et d'autre part, des cliniciens, et d'autre part, la non-observance des patients. Or, dans le modèle de maladie chronique, l'approche collaborative des patients permettrait une gestion efficace de la maladie. Donc, ils se sont dit, ils ont fait l'hypothèse qu'un rôle proactif des patients dans leur prise en charge pourrait accroître leur autonomisation et pourrait également diminuer l'inertie thérapeutique des cliniciens. Donc l'objectif de l'étude, c'était d'évaluer l'effet d'une aide à la décision personnalisée. Vous allez voir à quoi ça correspond. Je vais passer un peu de temps sur l'intervention, parce que c'est ça qui est intéressant, plus que sur les résultats, en soins habituels, pour vérifier si ça rend les patients plus autonomes et si les cliniciens ont tendance à être plus agressifs d'un point de vue thérapeutique. L'objectif secondaire, c'était d'évaluer si cette aide à la décision en version papier, en version informatique, en version longue ou en version courte était plus ou moins efficace. Donc, je ne m'attarde pas sur la méthodologie, c'était une randomisation en cluster, donc ils ont randomisé les médecins généralistes qui allaient faire l'intervention et ils les ont randomisés en version papier de l'aide à la décision personnalisée et en version informatique. Et ensuite, dans chaque groupe, ils ont randomisé les patients en version courte de l'aide à la décision, en version longue et en placebo. En intervention traditionnelle. Le critère de jugement principal, c'était un score d'autonomisation. En anglais, ils appellent ça l'empowerment. Donc, c'est peut-être pas une traduction parfaite. C'est quoi un score d'autonomisation? En fait, c'est donc l'échelle utilisée dans cette étude, c'est le Diabetes Empowerment Scale. Donc, c'est un questionnaire à 37 items avec 8 dimensions conceptuelles étudiées, qui sont donc l'évaluation du besoin de changement, l'élaboration d'un plan, savoir surmonter les obstacles, demander de l'aide, se soutenir, faire face à ses émotions, se motiver et savoir prioriser les soins. Tout ça, c'est condensé dans un score. Et ensuite, ils ont fait un calcul de puissance. Et pour montrer une amélioration de 0,15 du score, qui est une progression cliniquement significative pour les spécialistes de ce score, il leur fallait un certain nombre de patients, à savoir 300 patients. Et il y avait 10 critères de jugement secondaires. Des sous-thèmes du score d'empowerment, la connaissance de la maladie, la qualité de vie, l'inertie thérapeutique. Il y avait vraiment énormément de critères de jugement secondaire. Je vous les présenterai rapidement. Donc comment s'est déroulée l'intervention? En fait, c'est sur un territoire des Pays-Bas où ils avaient une base de données informatique. Ils ont envoyé un questionnaire d'inclusion par la poste à certains patients. Est-ce que vous êtes d'accord pour participer à cette étude? Et lors du contrôle qui est assez protocolisé aux Pays-Bas, tous les 3 mois, le patient diabétique vient dans son centre de soins primaires. Un mois avant de venir après avoir accepté l'inclusion, un mois avant de venir en consultation, il recevait le questionnaire d'autonomisation au domicile. Et le jour où il se présentait dans son centre, parce que les médecins généralistes ne sont pas seuls ceux qui participaient à l'étude, avant de rentrer en consultation avec le médecin généraliste, le patient avait un recueil de ses caractéristiques cliniques. Est-ce que votre diabète est équilibré? Est-ce que vous êtes fumeur? Est-ce que vous êtes dyslipidémique? Ainsi de suite, avec le dernier bilan de biologie qu'il venait de faire la semaine avant. Avec ça, l'assistante diabétologue, qui est une profession qui n'existe pas chez nous, ou l'infirmière diabétologue, qui est une profession qui n'existe pas, spécificité des infirmières qui n'existe pas précisément chez nous, imprimait ou envoyait sur l'ordinateur l'aide à la décision personnalisée au médecin généraliste qui voyait le patient en consultation. Et le médecin faisait l'intervention pendant la consultation. En quoi ça consistait, cette aide à la décision personnalisée? Par exemple, prenons l'exemple d'un patient qui était un patient diabétique avec une glycémie équilibrée, dyslipidémique et fumeur. On rentrait ces caractéristiques dans l'ordinateur, on imprimait la décision partagée et le médecin, pendant la consultation, présentait ce graphique au patient. Et il lui disait, voilà, ça, monsieur, c'est votre risque de faire un infarctus d'ici 5 ans. Vous, il est d'environ 11%. Si vous décidez qu'on vous introduise une statine ou qu'on diminue votre taux de cholestérol, vous allez passer de 11% à 5%. Si vous décidez d'arrêter de fumer, vous allez passer de 11% à 8%. Si vous faites les deux, vous allez parler, c'est la prise en charge optimale, vous allez passer de 11% à 4%. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Donc le patient,
je sais pas, arrêtez de fumer, c'est quand même chaud, le cholestérol, ça fait... Alors il disait, alors attendez, je vous donne des éléments sur les médicaments. Et là, il lui présentait l'avantage et les inconvénients de chaque prise en charge. Donc imaginez que pour ce patient-là, on n'aurait pas présenté la colonne du milieu, l'antihypertenseur. Il lui disait, ben, monsieur, par exemple, les statines, l'effet, donc c'est de diminuer le cholestérol, par contre, les effets secondaires, ça donne des douleurs musculaires, ça donne des symptômes gastriques, et l'utilisation, c'est de prendre un médicament. Les règles hygiéno-diététiques, c'est de faire du sport 3 fois par semaine pendant 30 minutes. Par contre, la difficulté, c'est que c'est très difficile de changer ses habitudes de vie. Qu'est-ce que vous prenez comme décision, monsieur? Et là, le patient prenait une décision au cours de la consultation. Après ça, 3 mois après, le patient recevait à nouveau un score d'autonomisation et on mesurait la différence entre les deux scores. Et il y avait aussi le recueil des critères de jugement secondaire, à savoir est-ce qu'il y a eu plus d'introduction de traitement chez les patients qui avaient reçu l'intervention. Et bien sûr, les autres patients qui étaient randomisés en placebo avaient une intervention habituelle, bonjour monsieur, comme d'habitude. Donc rapidement, ils ont randomisé 334 patients, il y avait environ 50 personnes par groupe. Vu qu'il y avait 3 interventions différentes dans chaque cluster, il y avait 250 patients qui ont eu l'intervention et 119 qui avaient des soins usuels. Je ne reviens pas sur les perdus de vue. D'un point de vue méthodologique, l'article est très peu critiquable. Donc le problème, c'est ça. C'est qu'il n'y avait absolument aucune efficacité sur tous les critères mesurés. Sur le critère de jugement principal, pas de modification du score d'autonomisation. Et sur les sous-groupes du score d'autonomisation également, sur la croyance par rapport aux médicaments, sur la perception de la qualité des soins, sur la qualité de vie et sur les problèmes dans le champ du diabète. Je vous ai pas mis normalement c'est une régression linéaire, donc normalement il y a des bêtas, ça vous aurait pas parlé, donc j'ai mis que les petits p pour vous dire qu'il n'y a rien de significatif. Le seul petite chose qui est à limite de recevoir significatif, c'est sur l'introduction d'une statine. À droite, c'est l'inertie clinique, donc c'était sur les sous-groupes de gens qui étaient déséquilibrés. Est-ce qu'il y a eu des introductions d'un antidiabétique oral, d'un antihypertenseur, d'une statine? Et c'était presque significatif pour le LDL cholestérol. Alors en discussion, donc absence de preuves, on n'y revient pas. En analyse en sous-groupe, il y a la version papier qui a amélioré la prescription de statine chez les gens dyslipidémiques. À vrai dire, on multiplie le nombre de critères de jugement par 2 parce que c'était dans un sous-groupe, ça fait 25 critères. Donc vous savez qu'avec la correction de Bonferroni, normalement, on perd en puissance plus. Quand vous lancez un dé 40 fois, un dé à 20 faces, vous finissez par faire 20 au moins une fois. Donc c'est probablement lié au hasard. Et 46% des patients, 3 mois après, déclaraient avoir reçu une intervention complète. Donc il y en avait la moitié qui n'avaient pas percuté, qu'ils avaient eu une intervention. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et les raisons avancées pour expliquer ces résultats négatifs, c'est essentiellement que c'est peut-être quelque chose qu'il faut répéter dans le temps. On ne peut pas faire cette intervention une fois et mesurer son efficacité. Il faudrait peut-être le faire pendant 2-3 ans et voir l'efficacité. Donc, le but de cette session, c'était quand même impact pour la pratique. Donc rapidement, qu'est-ce que vous pouvez ramener à la maison après cette présentation? C'est que d'une part, ce genre d'intervention difficilement extrapolable à la France parce qu'il nous manque certaines professions qui permettent d'aider le médecin dans la construction d'une aide médicale personnalisée avant la consultation. Un support papier semble quand même quelque chose de plus accessible pour les patients. Un grand nombre d'informations ne semblent pas gêner parce qu'ils ont fait, je vous en ai parlé rapidement, ils ont fait une intervention courte, une intervention longue. Les patients n'avaient pas de difficultés de compréhension différentes entre la longue et la courte et en discussion, ils justifient bien que les médecins généralistes apparemment sous-estiment grandement la capacité de compréhension des patients et d'intégration de qu'est-ce que c'est un risque d'infarctus à 5 ans. Et on sous-estime souvent la capacité de compréhension des patients, élément important à soutenir. Et ce qui est hyper aussi important, c'est de savoir que les patients oublient ce qu'on leur dit en consultation. C'est-à-dire que la moitié, 3 mois après, ne se souvenaient pas qu'ils avaient eu une intervention atypique par rapport à la prise en charge habituelle. Donc il faut probablement venir plusieurs fois faire de la décision partagée pour qu'elle soit peut-être efficace. Et dernière chose, on en a parlé du coup hier un petit peu, je ne parle plus après, dernier élément, c'est que, est-ce que pour vous, et je vous lance la question, est-ce que pour vous, l'outcome, le critère de jugement pour mesurer l'efficacité d'une aide à la décision partagée, ça doit être l'autonomisation? Je ne sais pas comment on pourrait mesurer, on ne va pas mesurer en termes de mort-mortalité, parce que finalement, en y réfléchir, plus on explique aux patients, et on a l'impression que moins ils vont participer aux soins. Si demain on explique aux patients l'intérêt d'une statine, l'intérêt d'une mammographie, l'intérêt du PCA, on a l'impression que finalement, après coup, ils vont faire de moins en moins de choses, comme si nous, notre évaluation du risque était plus importante que ce qu'elle est dans la compréhension du patient, quand on lui a expliqué
que le risque à 5 ans, s'ils arrêtent de fumer, il diminue à peine de 4%. Donc on a presque l'impression qu'ils vont dire je continue à fumer, quoi. 4%, c'est rien. Donc peut-être qu'il faudrait plutôt mesurer la compréhension de la maladie plus que l'autonomisation. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était un peu long. Philippe Binder à Poitiers, un des problèmes majeurs d'extrapolation, c'est qu'il n'y a pas un généraliste plus éloigné du généraliste français que le généraliste hollandais. Ouais. À la sortie de 100 consultations en France, il y a 95 ordonnances, et en Hollande, il y en a 45. Tout un commentaire, oui, et tout à fait raison. Dans l'organisation des centres de soins primaires, c'est vrai que même dans l'organisation des soins, c'est radicalement différent. Et effectivement, il passe moins de temps à la prescription, plus de temps à l'explication. Et quand même sur cette intervention, il y a quand même 30% des patients qui ont été reconvoqués sur une consultation le lendemain parce qu'ils n'ont pas réussi à faire rentrer toute l'explication de l'aide à la décision partagée en une consultation. Donc, effectivement, le contenu des consultations est déjà très important chez eux, le contenu d'explication. François Garnier, Angers. Alors, nous, on est très très gênés par cette étude à Angers. Je ne suis pas tout seul. Ça ne va pas du tout, quoi. Ça ne va pas du tout. Parce qu'il me semble qu'ici, on est en France et qu'on essaye d'apprendre à nos internes une approche centrée patient. Et que là, encore une fois, on est dans une répétition de débit de conseils qui consiste à faire peur aux patients. C'est ça que tu nous as présenté. Vous allez mourir dans 5 ans, gna 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 gna. Et évidemment que les gens ferment les écoutilles. Donc c'est un résultat qui est très, très positif et très normal. Très, très positif et très normal. Et qui démontre que les principes de l'éducation thérapeutique sont à mettre à la poubelle. Je sens un murmure dans la salle de contestation. Oui, mais c'est exprès, tu sais bien. C'est exprès. Ludovic, c'est-à-dire, j'ai pas tout à fait fini, c'est-à-dire que c'est normal de trouver la moitié des patients qui oublient une partie du contenu de la consultation. Ce sont les patients fragiles qui résistent, qui ont des parasites, entre guillemets, qui les empêchent d'entendre, d'écouter ce qu'on leur propose. Donc ça sert strictement à rien de leur répéter 20 fois de suite, ils connaissent la recommandation comme toi et moi. C'est pas ça le problème, ils peuvent pas. Donc si on ne s'intéresse pas à eux et qu'on ne comprend pas avec eux et qu'on ne donne pas du sens à ce qui se passe, on n'avancera jamais. Enfin, ça ne sert à rien. Et c'est un résultat parfaitement normal. Ludovic, est-ce que tu veux faire un commentaire ? Si quelqu'un d'autre dans la salle veut répondre. Après, non, je n'ai pas de réponse vraiment particulière parce que je ne suis pas un spécialiste de cette thématique. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est presque éthique d'expliquer quand même et de donner les chiffres aux patients et qu'ils soient conscients du risque et de la diminution d'un risque quand ils ont une intervention, quelle qu'elle soit. Il y a quelqu'un qui boue là-bas qui va peut-être venir à ton secours. Alain Moreau, tu peux peut-être... Oui, voilà, Alain Moreau de Lyon. Je crois qu'une autre difficulté, à part ce que disait François, c'est le fait que l'autre groupe n'est pas un placebo au sens inerte il se passe toujours des choses dans un soin usuel de médecine générale, même en Hollande. Donc on ne peut pas dire que dans ces consultations-là, il ne se passe rien. Donc c'est logique qu'il n'y ait pas forcément toujours des différences significatives. Moi, je crois que c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte dans ce type. Et qu'en plus, la comparabilité dans la vie des gens entre... Est-ce que c'est des groupes identiques ? Est-ce que peut-être que dans le groupe, justement, d'intervention, il y avait plus des gens, comme le décrit François, en difficulté et qui ont pas... C'était pas le bon jour pour voilà, donc c'est ça la difficulté. C'est la méthodologie, comment on peut mesurer une approche centrée par rapport à un groupe où, de toute façon, dans l'autre groupe, il y a quand même une approche un peu centrée. Non, stop. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Certes, ce n'est pas versus placebo, mais ce n'était pas non plus versus prise en charge usuelle. Parce que les patients qui ont eu l'intervention ont eu également la prise en charge usuelle. Ils ont eu les soins classiques. Et en plus, ils ont eu l'intervention. Donc l'intervention, elle est quand même versus placebo, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tous les deux groupes de patients ont eu l'intervention, la consultation classique. Et il y a un groupe qui a eu en plus une intervention. Donc si on mesure un effet, théoriquement, vu qu'il y a eu une bonne randomisation, il n'est lié qu'à cette intervention. C'était pas intervention versus prise en charge usuelle. C'était intervention plus prise en charge usuelle versus prise en charge usuelle. Donc et après, sur la significativité, effectivement, moi je pense juste qu'ils ont un peu
après, je ne suis pas un spécialiste de l'empowerment, mais ils ont un peu cru au Père Noël quand ils ont dit avec 300 patients, on va montrer une différence significative sur un score à 37 items. Habituellement, sur les scores d'empowerment, ce que j'ai regardé dans d'autres études, on est plutôt aux alentours de 1000 patients pour montrer pour avoir une puissance de l'ordre d'une réduction une augmentation de 0,15 du score. Donc leur calcul de puissance était un peu bizarre. De toute façon, dans un calcul de puissance, on peut faire dire tout et n'importe quoi. Mais je pense que ce que je vous ai pas dit quand même, parce que je vous ai pas montré les chiffres, c'est que tout tendait à montrer qu'il y avait une amélioration du score, mais rien n'était significatif. Mais tout allait dans le bon sens, par contre. Voilà. Merci. Une dernière question. Pierre-Louis. Pierre-Louis Druet, Versailles-Saint-Quentin. La première chose, c'est effectivement le nombre de patients qui, de toute façon, étaient voués à l'échec. Je ne sais pas comment ils ont fait leurs calculs. Deuxièmement, ces voyages sur la Lune, ce travail. Les patients, par nature, ils sont non observants. Il faut être surnaturel, il faut être un déviant pour être observant. Il faut être un grand malade, quoi. Et donc, ils sont partis avec une hypothèse de base qui était que, en plus, l'intervention est courte parce que la moyenne de consultation chez les Hollandais, c'est pas comme chez nous, hein, c'est la moitié, quoi, à peu près de mémoire. Donc, ça veut dire que faire passer des messages en 10 minutes avec autant d'items. Puis ça veut dire quoi de dire à quelqu'un qu'il a 15% de risque de mourir plus tôt ? Il faut bien mourir de quelque chose, hein. Bon, je pense que on pourrait en discuter encore longtemps. Il faut qu'on passe aux autres présentations. Merci beaucoup, Ludovic, et bravo.